Bonjour et bienvenue à notre émission Érable approfondie. Aujourd'hui, nous vous présentons la première partie d'une séance de consultation publique qui a eu lieu mercredi le 29 mars 2023 à la polyvalente La Samarre de Plessisville. Il s'agit de la première séance d'information et consultation pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. Suite à une étude d'opportunité de regroupement réalisée avec l'aide technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, les deux municipalités ont décidé de prendre des mesures historiques pour se regrouper dans une même entité dans le but de faire des économies de fonctionnement, dynamiser le développement rural et d'agrandir les parcs industriels. Les deux maires, M. Pierre Fortier pour la ville de Plessisville et M. Jean-François Labbé pour la paroisse, se mettent à disposition des citoyennes et citoyens pour répondre aux questions des résidents des deux secteurs de Plessisville. Voici le début de cette séance de consultation. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Pierre-Luc Houde, je serai votre animateur ce soir pour cette soirée d'information sur le regroupement entre la paroisse de Plessisville et la ville de Plessisville. Si vous trouvez que j'ai l'air étrange, bien vous avez raison, je suis un étranger, je suis un résident de Saint-Christophe d'Arthabasca. Je ne suis ni de Plessisville, ni de Plessisville. Je suis de très loin par là-bas. Et mon étrangeté n'est pas étrangère au fait que le comité organisateur de cette soirée trouvait justifié d'avoir un animateur neutre, étranger à la cause. Je ne connais pas ce dossier de regroupement. Alors, si jamais pendant la soirée, vous vous dites « Mon Dieu, l'animateur, il ne sait pas de quoi il parle », mais vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici avec vous ce soir. Alors, ça, c'était ma façon de vous dire « Bonsoir, je me présente, je suis Pierre-Luc Houde et je serai votre animateur pour les 2 soirées de consultation et d'information au bénéfice des médias qui sont présents et pour les archives de la ville, tout sera enregistré et retenu contre moi. » En commençant, je tiens à vous rappeler qu'une 2e séance de consultation et d'information se tiendra dans exactement 1 mois, le samedi 29 avril 2023 à 10h à l'hôtel Le Phare. Ces rencontres ont pour but de vous présenter l'étude qui a été préparée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qu'on pourrait appeler rapidement le MAMACH, Ministère Affaires municipales et Habitation, en collaboration avec vos 2 municipalités parce que vous, si j'ai bien compris, vous êtes de la paroisse et de la ville dans la salle. D'ailleurs, merci d'être présent à ce bel exercice démocratique. Cette présentation du MAMACH sera suivie de la présentation d'une analyse financière réalisée par la firme de comptables Raymond Chabot Grant Thornton, une importante firme de comptables québécoise dont vous avez déjà entendu le nom, et qu'on m'a proposé de les appeler RCGT, mais je suis payé au mot. Alors, je vais dire Raymond Chabot Grant Thornton le plus souvent possible. Il y aura par la suite une courte intervention de chacun des maires des 2 municipalités. Ensuite, la parole sera à vous, chers citoyens. Vous aurez jusqu'à 21h30 pour poser vos questions ou émettre vos commentaires. Avant de commencer, je voudrais vous présenter les membres du comité de travail qui ont alimenté les experts du MAMACH et de Raymond Chabot Grant Thornton, firme de comptables, et qui ont permis la réalisation de cette étude de regroupement. Donc, à ma gauche, à votre droite, pour la paroisse de Plessisville, Monsieur le maire, Jean-François Labbé. C'est un élu, on l'applaudit, ils sont comme ça, eux autres. Joanie de Laduranteil, qui est la directrice générale de la paroisse. Il y aura en esprit, on ne l'applaudira pas celle-là parce qu'elle n'est pas là, mais elle sera là à la seconde rencontre. C'est Mme Joanne Dubois, directrice générale adjointe. Oh. J'ai beaucoup d'autorité. Les conseillers siégeant sur le comité politique ne sont pas sur scène, mais bien parmi vous, c'est-à-dire Bélinda Drolet, Rémi Brassard et Annick Héon. Pour la ville de Plessisville, Monsieur le maire Pierre Fortier. Bonjour, Monsieur Fortier. Justine Fecteau, directrice générale. On fait un petit coucou.
Jean Mercier, cadre conseil, et les conseillers, encore une fois dans la salle et non sur la scène, Valérie Desrochers, Sylvain Baudouin et Jean-Philippe Nadeau. Merci. Bon. On aime nos élus, on les applaudit. Voilà pourquoi nous sommes maintenant prêts à commencer la soirée. Je vais donner la parole aux maires, tout d'abord des deux municipalités, afin qu'ils vous souhaitent à leur tour la bienvenue. On débute avec M. Fortier, maire de la ville. À vous la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis content de vous voir ici. On peut dire un grand nombre. La salle n'est pas pleine, mais on peut dire qu'on a juste de la qualité. Aux 3/4. Merci de vous être déplacés pour prendre connaissance de notre beau projet. Un projet que vous savez qu'on a à cœur depuis plusieurs mois, depuis 1 an et demi. Permettez-moi un peu d'histoire pour bien connaître où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Il y a à peu près pas tout à fait 2 ans, il y a eu une grande marche citoyenne à Plessisville. Que les citoyens, on était près de 600 à faire la marche citoyenne. Le message était clair, hein, les gens voulaient que ça change, ils voulaient un climat politique différent. Par la suite, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'on va prendre notre communauté en main. Fait que les gens se sont présentés en politique avec un message clair. On a fait beaucoup de porte-à-porte. On a compris votre message. Les intentions étaient claires. Et la population s'est exprimée clairement aussi. Fait que, à partir de là, à partir du mois de novembre, quand on est arrivé en poste au mois de novembre 2021, mais c'est sûr qu'on était... il y avait beaucoup de travail parce qu'on arrive, puis 2 semaines après ou 3 semaines après, il faut présenter un budget. Mais tout de suite, au début de 2022, on s'est réunis, puis on avait à cœur de mettre nos différents côtés puis de voir à autre chose. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de demander au ministère des Affaires municipales, le MAMACH qu'on appelle, pour nous aider dans une étude de regroupement. Puis ce qui fait qu'on est rendu là ce soir. Mais avant tout, avec les élus d'un commun accord des deux côtés, on voulait un projet qui était gagnant-gagnant. Ça, c'est important. On voulait que tout le monde soit respecté là-dedans, que tous nos employés soient respectés, que tous les emplois soient sauvegardés. Il n'y a personne qui peut avoir peur de perdre son emploi. Puis c'est de même qu'on a cheminé. Il y a eu un comité politique des deux côtés qui a été formé. On s'est réunis plusieurs fois. Puis, qui fait que l'étude a été terminée il y a à peu près 1 mois. On l'a mis sur nos réseaux sociaux, vous avez vu ça. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont lu comme faux. Je dois remercier les gens du MAMACH d'avoir travaillé là-dedans. Je peux vous dire qu'ils ont travaillé beaucoup, même, je dirais, sans exagérer, plusieurs semaines. Les gens, notre administration, notre machine administrative, parce qu'on peut les appeler une machine. Je peux vous dire ça, qui ont travaillé comme des machines. Ils ont travaillé beaucoup. Giovanni, la Durantel de la paroisse, Justine Laville, Justine Fecteau-Fortin, M. Mercier, puis Mme Dubois. Ils ont travaillé énormément. Il y a d'autres mondes aussi qui ont travaillé fort dans nos administrations. Marie-Pierre Paquette, les gens en communication, Christina Nourri et Laurie Sauvageau. Bon. Ces 2 personnes-là, ils n'ont pas une tâche facile parce que 2 autres sont supposés contrôler ce qu'on dit. Ils font de leur mieux. Oui, c'est ça. Fait que, merci aussi aux élus de la paroisse d'avoir l'ouverture qui fasse qu'on est rendu là aujourd'hui. Vous savez, quand on a de la bonne volonté de 2 côtés, il y a juste des solutions. Il fallait avoir l'ouverture. Puis là, merci à Jean-François. Merci de tout ce que tu as fait. On n'est pas supposé être des maires à temps plein. Puis Jean-François, il a une entreprise, il a une famille. Puis on est un peu plus qu'à temps plein sur ce projet-là, surtout depuis décembre, janvier, février. On a travaillé fort. Fait que ce soir, on vous présente un projet. On a mis dans ce projet-là tout ce qu'on pensait de mieux. Ce n'est pas un projet qui est coulé dans le béton. On a besoin de votre opinion. On a besoin de connaître vos idées là-dessus. Il y a sûrement des choses qu'on n'a pas vues, mais c'est important. On a besoin de votre opinion. Il n'y a pas de mauvaise question ce soir. Puis on a besoin de vous.
Sans plus tarder, je passe la parole à Jean-François. Merci beaucoup, Pierre. Je suis très heureux d'être ici ce soir, très heureux du travail qu'on a accompli dans les derniers mois, dernières années. On a eu une grosse année. Nos conseils respectifs ont travaillé très fort, ont été beaucoup en demande auprès de la machine administrative, comme on les appelle. Je pense que vous avez vu dans les médias, on a fait des ententes intermunicipales. On a 3 ententes là, jusqu'à présent d'annoncer. On en a 2 avec la MRC là, qui sont en cours. On a les incendies, puis l'ingénierie, qui est très important pour nous. Puis un petit message aussi, tantôt, j'ai vu Mme Girard là, du MAMACH. Là, on a encore une dizaine qui s'en vient. Là. Il y a une dizaine d'ententes intermunicipales qu'on veut aller de l'avant. Je pense que c'est important. Il y a des programmes pour ça au ministère, puis je pense qu'on travaille fort, l'équipe travaille fort pour répondre aux demandes. Il faut souligner aussi l'excellente collaboration de l'équipe. Joanne n'est pas là ce soir, elle avait un voyage de planifié, mais je suis certain qu'elle aurait aimé ça, voir le résultat de tout son travail. Vous allez voir, là, ce soir, il y a eu des lignes pour faire agencer le budget ensemble. Parce que le budget, c'est pas le même budget ville-paroisse, donc c'est pas les mêmes lignes budgétaires. Donc, il y a eu un travail, j'appelle, de moine entre les deux pour vraiment séparer l'ensemble des lignes. Tantôt, Pierre a parlé de respect mutuel, mais je pense qu'on a travaillé d'égal à égal. Ça, c'est important de le dire. On a tout le temps senti qu'on était égal dans le processus. Pas à cause que la ville est plus populeuse, plus d'employés, qu'on était moins écouté. Je pense que ça, faut souligner. Ça, on a apprécié ces échanges-là d'égal à égal. Je remercie les citoyens. Merci d'avoir répondu à l'appel. J'espère que vous allez venir à la prochaine séance aussi pour poser des questions ou juste pour donner un commentaire. Si vous êtes gêné d'aller au micro par la suite, là, on est disponible. Les conseillers sont là toute la soirée. Gênez-vous pas. Il y en a qui vont peut-être trouver qu'on va vite. Mais sachez que moi, il n'y a pas longtemps, j'étais assis dans la salle puis je posais des questions aux élus en place. Donc, il y a un processus démocratique qui a eu lieu. Puis là, je suis dans l'autre siège. Aujourd'hui, je vous présente enfin ce que je demandais depuis tant d'années parce que ça a commencé ici. Là, j'ai vu des citoyens. J'ai été invité à une rencontre citoyenne dans une salle en arrière, là, à Polyvalente, pour essayer d'améliorer les relations ville-paroisse. En 2016-2017, juste avant les élections de 2017. Puis les citoyens essayaient de changer, écrit, ont été rencontrer les élus de l'époque. Puis il fallait vraiment avoir une démarche démocratique. Puis le résultat, en 2017, vous savez, j'ai perdu les élections. Puis la démocratie a parlé. Puis je pense que c'est très légitime. La population n'était pas rendue là. Mais il y avait une petite bougie d'allumage, une petite bougie, Belinda, qui a été là pendant 4 ans, a mené nos idées, a mené les idées d'une majorité de la population. Puis ça, je tiens à le saluer. Là, ça a été un gros 4 ans. Puis, de fil en aiguille, on arrive en 2021 avec un message clair, un message attendu qu'on voulait avoir une étude transparente et neutre. Donc, on a la chance d'avoir le ministère ici ce soir, puis M. Nicolas Plante. Je suis vraiment content qu'on puisse avoir une discussion franche et ouverte ce soir. J'espère que ça va se faire dans le respect, bien sûr, mais j'espère que vous ne serez pas gênés de poser vos questions parce que si vous posez la question, dites-vous qu'il y en a d'autres qui se posent la même question. Puis ça peut apporter beaucoup de questionnements. Le changement, ça amène des inquiétudes, mais sachez qu'on est pressé d'enclencher des discussions, mais on veut prendre le temps de bien faire les choses. Donc ça, soyez certains. Dans tout le processus, là, on ne fait pas le procès du passé, on fait juste réfléchir à notre avenir, comment on voit notre vision pour notre municipalité. Je ne vous cacherai pas, moi, je me suis impliqué en politique municipale pour mes filles. Je veux qu'il y ait l'opportunité de s'établir à Plessisville, de réaliser leur ambition, réaliser leur rêve à Plessisville. Donc ça, c'est un peu la base de mon engagement. Puis je pense de plusieurs là, de mon conseil, c'est un peu ça. Une des choses importantes aussi, c'est notre responsabilité à faire la gestion de notre territoire.
Je pense qu'il faut être à la table des décisions, il faut être à la table pour réfléchir, penser où on veut être demain. C'est pas vrai que ça appartient juste à une équipe. Je pense que c'est notre responsabilité, le monde rural, d'être à la tête, d'être à la tête, pas tout de suite, hein? D'être à la table pour les décisions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout le long de la rencontre ce soir. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant les représentants du MAMACH, messieurs David Thibault et Dominique Duval, à vous faire une présentation de l'étude. Bonsoir tout le monde. Je me présente Dominique Duval, je suis coordonnateur au soutien aux affaires municipales au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je suis accompagné de mon collègue David Thibault, qui est conseiller en soutien aux affaires municipales au ministère. On est les deux ressources principales du ministère qui ont travaillé sur l'étude de regroupement qu'on va vous présenter ce soir. Et je tiens à dire qu'on va être aussi présent durant la période de questions là, qui va avoir lieu plus tard durant la soirée. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le contenu de l'étude, vous pourrez les poser à ce moment-là également. On est ici ce soir pour vous présenter les fruits du travail la méthode de travail du ministère dans une étude de regroupement, puis les fruits de ce travail-là, c'est-à-dire les résultats de l'étude. Tout d'abord, on va venir préciser le rôle du ministère des Affaires municipales lors d'un regroupement municipal. Les représentants du MAMACH soutiennent les municipalités dans leurs projets, notamment au sujet de l'encadrement légal et les étapes du processus administratif qui mène au regroupement municipal. On est là aussi pour réaliser l'étude d'opportunité du regroupement, dont on va vous présenter les conclusions tout à l'heure. On donne aussi du soutien au moment de la négociation, du processus de négociation des conditions de regroupement, parce que dans un regroupement, les deux municipalités doivent négocier certaines conditions qui vont se retrouver dans leur demande commune de regroupement, puis ensuite dans le décret qui va sceller le regroupement. On est aussi présent, comme ce soir, lors des séances d'information publique avec la population. Puis, le cas échéant, bien, on accompagne les deux municipalités lors de la période de transition. Là. C'est une période particulière pour une municipalité qu'elle ne vit pas souvent dans sa vie organisationnelle. Donc, le ministère est là pour la supporter après le regroupement aussi. Pour vous mettre en contexte, on va vous résumer les grandes étapes d'un regroupement municipal à la lumière de la loi. Tout d'abord, il y a les étapes préliminaires. Nous sommes présentement dans les étapes préliminaires du regroupement. Tout d'abord, on réalise une étude d'opportunité de regroupement. Les deux municipalités doivent aussi négocier les conditions du regroupement. Dans le cas du regroupement présent, on a commencé à négocier les conditions de regroupement, mais cette période-là n'est pas terminée, notamment pour tenir compte des commentaires qui vont être entendus de la population lors des séances d'information publique. Puis, il y a aussi une période de consultation de la population qui commence, qui a commencé là, à la publication de l'étude, à la publication du site web où est-ce que les gens peuvent écrire, mais aussi durant les séances d'information, comme ce soir et le 29 avril prochain. Ensuite, vient la procédure officielle en vertu de la loi. La procédure officielle, les grandes étapes, c'est le dépôt d'une demande commune à la ministre des Affaires municipales. S'ensuit une période de consultation organisée d'une manière très précise dont on va vous parler tout de suite après. Puis après ça, c'est l'approbation ou non par le gouvernement de la demande de regroupement des deux municipalités. Pour la procédure officielle, dans le fond, une demande commune de regroupement, ça se fait au moyen d'un règlement municipal. Donc, comme pour tout règlement municipal, il y a d'abord un avis de motion, le dépôt d'un projet de règlement. Puis par la suite, à une séance ultérieure, il y a l'adoption de ce règlement-là. Puis par la suite, on fait parvenir la demande commune à la ministre des Affaires municipales. À partir de ce moment-là, il y a un compteur qui commence à compter pour lancer une période de consultation officielle envers la municipalité régionale de Comté, qui a 60 jours pour faire connaître son opinion sur le regroupement. La commission de toponymie, qui a 60 jours pour faire connaître son opinion sur le nom de la nouvelle ville. Et toute personne intéressée peut écrire à ce moment-là à la ministre des Affaires municipales pour faire valoir son point de vue. Ça, c'est une période de 30 jours. À la suite de cette période de consultation-là, la ministre doit prendre une décision.
elle peut soit demander une audience publique supplémentaire, elle peut demander l'organisation d'un ou des scrutins référendaires, ou elle peut faire sa propre recommandation au gouvernement, parce que pour un regroupement municipal, ce n'est pas la ministre des Affaires municipales qui décide, c'est le Conseil des ministres du gouvernement du Québec. Donc, elle doit faire sa recommandation positive ou négative, puis le Conseil des ministres décide s'il y a un regroupement. La partie suivante qu'on veut vous parler, c'est vraiment la méthodologie qu'on a utilisée pour réaliser l'étude de regroupement. Il faut comprendre qu'il y a deux grandes parties dans l'étude de regroupement. Il y a une première partie qui, dans le document, est plus sous forme de texte, qui est d'abord un portrait de la situation entre les deux municipalités, puis les enjeux présents en lien avec le regroupement. La deuxième partie de l'étude, c'est l'étude financière dont mon collègue David va vous parler plus en détail tout à l'heure. C'est cette partie-là où est-ce qu'on imagine un budget des deux municipalités regroupées ensemble et leur impact sur le compte de taxes des citoyens. Pour réaliser cette étude-là, dans le cas de vos deux municipalités, là, la ville et la paroisse de Plessisville, ce qu'on a décidé de mettre en place, ça a été dit tout à l'heure par les deux maires, il y a d'abord eu un comité politique. Le comité politique, lui, était responsable d'orienter les travaux pour l'étude de regroupement et décider des hypothèses qui allaient se retrouver dans l'étude. Et par la suite, on avait un comité administratif, puis ce comité administratif-là réalisait les mandats qui ont été confiés par le comité politique et rédigeait les contenus de l'étude. Donc, les contenus de l'étude, le document qui est disponible, que certaines personnes ont pu consulter, c'est les membres du comité administratif qui l'ont rédigé. Dans l'étude, dans la section sur les enjeux, on retrouve plusieurs sections, les caractéristiques générales des municipalités, y compris les considérations historiques, les aspects socio-économiques, géographiques, politiques, les enjeux politiques, administratifs, territoriaux et communicationnels. Cependant, on ne vous fera pas le détail complet de l'étude ce soir. Ce n'est pas ça le but. Le document, il y a 45 pages. Il y a des annexes en plus. Donc, on va vous présenter les principaux faits saillants ce soir. En lien avec les renseignements généraux, ce qu'on tient à dire, ce qui est important de noter, c'est que, au terme d'un regroupement, la nouvelle municipalité aurait 9 449 habitants, dont 71 viennent du territoire de la ville et 29 du territoire de la paroisse. Au niveau territorial, le phénomène est complètement inverse, c'est-à-dire que la ville a environ 3 du territoire et la paroisse 97 du territoire. Pour ce qui est des évaluations foncières, là, à ce moment-là, on a 542 millions du côté de la ville et 343 millions du côté de la paroisse, un ratio à peu près 70 ville, 30 paroisse. Autre fait notable dont on va reparler plus tard dans la soirée, les deux municipalités, les conseillers et conseillères dans les municipalités sont représentés dans des districts électoraux. C'est important à noter parce que ça va être important pour la période de négociation des conditions et du décret de regroupement. Au niveau des enjeux du regroupement, lors de nos travaux, ce qui nous est apparu assez clair au ministère, c'est que les raisons principales du regroupement étaient, selon nous, triples. D'abord et avant tout, très clairement, comme les maires vous l'ont énoncé tout à l'heure, un objectif de régler les mésententes entre les municipalités qui concernent plusieurs services municipaux importants. Ensuite, maintenir ces services municipaux importants-là et même d'autres et en améliorer ces services-là. Et troisièmement, s'unir pour proposer un projet de développement à la communauté. Il y a bien sûr des économies d'échelle dont on va vous parler dans le regroupement, mais selon nous, selon notre évaluation, dans les échanges qu'on a eus, ce n'est qu'une raison parmi d'autres qui justifie le regroupement. Les autres objectifs présentés précédemment apparaissaient encore plus forts que celui d'économiser des sous, même s'il y a une économie d'échelle prévue dans le regroupement. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, les municipalités devront négocier leurs conditions de regroupement. Puis, selon notre évaluation au ministère, parmi ces enjeux-là importants qui restent à négocier, il y a tout d'abord la composition du conseil provisoire. Seul conseil provisoire, c'est le conseil municipal qui va siéger entre le moment de la fusion
et le moment où est-ce qu'on va avoir les premières élections générales. Donc, dans plusieurs regroupements, cette question-là se pose. Est-ce qu'on fait un conseil municipal à 14 membres? Est-ce qu'on réduit le nombre de membres? Donc, ça devra être négocié par vos 2 municipalités. Le nombre d'élus au conseil après les élections est aussi une question pertinente et importante à négocier. C'est quelque chose qu'on peut demander d'inscrire dans le décret de regroupement. La méthode pour diviser les districts électoraux sera aussi une question importante à discuter, à savoir est-ce que les districts électoraux, notamment, chevaucheront les territoires des 2 municipalités ou s'il y aura des districts qui seront exclusivement dans l'ancien territoire d'une municipalité. Et ensuite, puis ça, mon collègue David va vous en parler un peu plus tout à l'heure, il y aura à convenir ensemble de mesures d'harmonisation des taux de taxes, c'est-à-dire que la loi, par le décret, la loi permet d'avoir des mesures d'atténuation sur les conséquences sur l'impact fiscal du regroupement. Les 2 municipalités devront discuter ensemble là, des mesures qui demanderont au gouvernement à être inclus dans le décret. Moi, c'était ma partie. Je vais passer la parole à mon collègue David. Merci, Dominique. Je vais poursuivre avec les aspects plutôt financiers de l'étude de regroupement, en commençant par parler du programme d'aide financière au regroupement municipal, qu'on va appeler le PAFREM. C'est une subvention, dans le fond, qui vise à favoriser les regroupements municipaux volontaires en atténuant les irritants financiers qui sont générés par les impacts, les dépenses extraordinaires qui sont inhérentes à un regroupement. Donc, on a estimé la subvention du PAFREM à 954 900 $. C'est un montant qui est étalé sur 5 ans. Par contre, la mouture actuelle du programme vient à échéance dans 2 jours, le 31 mars. Ça va être renouvelé. Et il y a d'ailleurs eu une annonce la semaine dernière dans le budget du gouvernement du Québec 2023-2024 pour bonifier le PAFREM avec une enveloppe de 20,1 millions sur 5 ans. Donc, on ne connaît pas encore les détails, à savoir comment le calcul va être fait pour déterminer l'aide financière. Par contre, on sait que ça ne sera pas plus bas que 954 000, ça va être probablement bonifié. Advenant un regroupement au 1er janvier 2024. Ensuite, il y a des mesures de neutralité financière également dans différents programmes d'aide financière du gouvernement. Ces mesures-là visent à garantir à une municipalité nouvellement regroupée les sommes que les anciennes municipalités recevaient avant le regroupement pour une période déterminée. Donc, on s'assure que les anciennes municipalités maintiennent les aides qu'il y avait avant le regroupement. Les programmes concernés sont le programme de péréquation et de compensation des tenants lieu de taxes du MAMACH. Le programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, qu'on appelle plus souvent la TEC. Le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Le Fonds Région Ruralité, donc les ententes intermunicipales qui sont financées par le ministère, il n'y aura pas d'impact non plus à ce sujet-là. Le règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la SQ, par le ministère de la Sécurité publique. Et le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien du ministère des Transports. Alors, la partie financière de l'étude visait à répondre à la question qui apparaît à l'écran. Donc, si la ville et la paroisse de Plessisville avaient été regroupées au 31 décembre 2021, quel aurait été l'impact de la nouvelle municipalité pour l'année 2022? Donc, l'idée, c'est de préparer le budget de la première année de la nouvelle municipalité issue du regroupement. La méthodologie pour arriver aux chiffres qu'on présente dans l'étude. On a commencé par mettre en parallèle, évidemment, les 2 budgets dans un même document Excel pour bien les comparer. Ensuite, comme M. Labbé en a parlé rapidement, on a apporté les reclassements nécessaires pour être en mesure de comparer les 2 budgets ensemble. Donc, on a déplacé certains montants que la ville et la paroisse ne classaient pas nécessairement à la même place pour être en mesure de comparer des postes budgétaires identiques. Ensuite, on a identifié les économies possibles ou les investissements supplémentaires possibles advenant un regroupement. Puis, avec le résultat que ça donne, on a adapté les taux de taxation et de tarification en fonction des ajustements qu'on a effectués. Et pour conclure l'étude, on s'est appuyé sur des hypothèses de travail. Donc, on les voit à l'écran, les hypothèses pour les dépenses. Donc, je tiens à dire que ce qu'on voit à l'écran, il n'y a aucune décision formelle qui a été prise
dans le cadre du regroupement. On est encore dans les étapes préliminaires du regroupement. Mais ces hypothèses-là, c'est les choix qu'on a faits au moment de rédiger l'étude qui expliquent les chiffres auxquels on est arrivé. Donc, si on avait d'autres choix, les chiffres auraient été différents. Donc, c'est ce qui explique les chiffres qu'on présente dans l'étude. Alors, l'étude est basée sur les prévisions budgétaires de l'année 2022. Aucun coût extraordinaire. Donc, on parle, par exemple, de l'harmonisation des règlements d'urbanisme, la mise en commun des logiciels de comptabilité. Tous les coûts qui sont inhérents à un regroupement n'ont pas été comptabilisés dans les dépenses en raison du PAFREM qui sert justement à ça. Donc, on parle d'une année normale dans une municipalité. Le budget de la nouvelle municipalité est basé sur le niveau de service actuel de chacune des municipalités. Tous les employés municipaux réguliers sont intégrés sans réduction de traitement dans la nouvelle municipalité et l'échelle salariale la plus généreuse est offerte au personnel de chaque corps d'emploi. La rémunération des élus de la nouvelle municipalité, qui seront 7 au lieu de 14 actuellement, est basée sur celle des élus de la ville, à laquelle on a ajouté un 30 supplémentaire. La raison pour laquelle on a utilisé 30 c'est que la nouvelle municipalité regroupée serait environ 30 plus populeuse que la ville actuelle. Donc, on bonifie la rémunération de la ville actuellement par 30 tout simplement. La suite des hypothèses, donc l'administration est localisée dans les bureaux de la ville et de la paroisse. Les équipements de loisirs sont maintenus sur l'ensemble du territoire. Les remboursements de la dette restent à la charge des contribuables de chacun des secteurs. Et les dépenses et les revenus liés aux ententes intermunicipales entre les deux municipalités sont bien sûr annulés. Et ça donne ces économies-là qu'on voit à l'écran. Donc, au poste budgétaire de l'administration générale, on économise environ 32 000 $. Au niveau des transports, environ 6 600 $. Pour l'hygiène du milieu, près de 120 000 $. En aménagement et urbanisme, près de 2 200 $. Et en loisirs et culture, encore une fois, environ 120 000 $. Ce qui donne au total une économie qui est estimée à 280 792 $ annuellement. C'est seulement les économies assurées et récurrentes qui ont été considérées, puis dans une perspective quand même assez conservatrice. D'autres économies pourraient être anticipées, mais c'était difficilement quantifiable, comme par exemple les frais d'assurance, les équipements doubles, l'utilisation plus efficiente de la machinerie, les économies en administration, etc. Maintenant, on vous présente les hypothèses de travail pour les revenus. Tantôt, on a vu celles pour les dépenses, on voit celles pour les revenus. C'est le même principe, il n'y a pas de décision qui est prise formelle, c'est pour les fins de l'étude. Les rôles d'évaluation foncière sont uniformisés selon la proportion médiane de la municipalité la plus populeuse, soit la ville. Et ça, c'est une obligation légale, on ne peut pas y échapper, ce qui a pour effet d'augmenter légèrement les valeurs foncières de la paroisse. La nouvelle municipalité a une structure de taux variés de taxation pour toutes les catégories d'immeubles. L'utilisation des compteurs d'eau pour la tarification des unités résidentielles de la paroisse est abandonnée progressivement durant la période d'harmonisation. Les services d'aqueduc, d'égouts et de traitement des eaux usées restent à la charge et au bénéfice des secteurs et des contribuables desservis. Les dépenses et les revenus reliés aux ententes intermunicipales entre les deux municipalités sont annulés, évidemment. La subvention du PAFREM n'est pas considérée dans les revenus, pour la même raison qu'on n'a pas considéré les coûts inhérents et extraordinaires à un regroupement. Donc, c'est encore une fois une année normale dans une municipalité. Les économies d'échelle, donc le 280 000 qu'on a vu tantôt, est réparti sur la taxe foncière générale de l'ensemble des citoyens au prorata de la richesse foncière de chacune des municipalités. Et finalement, les services dont les recettes sont perçues au moyen de compensation ou de tarification sont financés par le biais de revenus égaux à ceux qui étaient perçus avant le regroupement. Et avec ces hypothèses-là, on voit l'impact fiscal, puis on se rend compte que la simple opération de mettre en commun les deux budgets, ce que ça crée, c'est une baisse du compte de taxes pour les unités résidentielles et agricoles de la ville et de la paroisse. Par contre, ça crée une hausse du compte de taxes pour les unités commerciales et industrielles de la paroisse. Et pour cette raison-là, des mesures d'harmonisation sont nécessaires pour atténuer cet impact-là. Puis pour aller plus loin, les municipalités ont décidé d'engager Raymond Chabot de Grant Thornton
pour avoir un horizon plus loin que la première année du budget, comme on a fait dans l'étude. Puis c'est ce qui suit par la suite. Merci. Merci beaucoup, David Thibault et Dominique Duval. Donc, vous avez vous-même fait un animateur de vous-même et vous avez passé la POC, comme on dit, à M. Nicolas Plante de Raymond Chabot Grant Thornton. La parole est à vous, M. Plante. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je ne suis pas payé au mot, ça fait que je vais être bref. Comme les gens du ministère l'ont mentionné, j'avais travaillé un petit peu avec la Ville auparavant, mais surtout, j'ai travaillé avec beaucoup de villes, municipalités de toute grandeur pour faire des études de regroupement, d'annexion, de mise en commun de services. Et je suis spécialisé dans tout ce qui est budget, fiscalité municipale. Donc, on m'a demandé de venir faire l'analyse au niveau du regroupement. 3 thèmes qu'on a regardés, puis je vais vous expliquer pourquoi. L'analyse historique, principalement parce que quand on arrive dans une étude de regroupement comme celle-ci, il faut savoir d'où on vient, parce que ça va nous aider à comprendre les hypothèses budgétaires qui sont utilisées pour faire la projection. L'analyse du statu quo, parce que bien entendu que demain matin, on peut faire l'analyse juste sur une base une année, mais ça ne vous donnera pas le vrai portrait de comment vont évoluer les finances de chacune des municipalités, mais aussi de la municipalité regroupée. Donc, on va regarder vraiment l'évolution dans un cadre où on ne se serait pas regroupé. Qu'est-ce que ça aurait l'air, le portrait? Puis ensuite de ça, bien, on a fait l'analyse du regroupement. Bien entendu que dans ces types de dossiers-là, on peut intervenir en mode expert. Dans ce cas-ci, j'ai travaillé là, avec Jean et Joanne là, qui ont investi beaucoup de temps. Donc, comme les gens du ministère, là, on a pris le budget ligne par ligne, chacune des hypothèses sur comment ça va croître, la richesse foncière, la taxation, les investissements. Donc, on a tout passé à travers toutes ces analyses-là pour vous présenter la synthèse là, de ce soir. Donc, au niveau de l'analyse historique, 3 éléments principaux qu'on regarde. Là, on a analysé vraiment l'ensemble de la structure budgétaire, mais on essaie de faire une synthèse au niveau des revenus, des dépenses, puis l'évolution du fardeau fiscal, donc le compte de taxes des citoyens, de la paroisse et de la municipalité, de la ville, pardon. Donc, quand on regarde l'évolution des revenus, on a reculé jusqu'en 2016, donc à 2022, pour voir un peu l'évolution des revenus, autant pour la ville que pour la paroisse. Donc, 2 constats. Si on regarde au niveau de l'évolution de la ville, donc on parle d'une augmentation annuelle moyenne d'1,8 % au niveau des revenus de taxes foncières. Au niveau de la paroisse, cette augmentation-là a été de 6 %. Donc, quand on le regarde de façon cumulée, bien, si on prend vraiment l'augmentation totale, l'année 2016 sur 2022 ou 2022 sur 2016, bien, pour la ville, c'est une augmentation en termes de revenus de taxes d'1 million de dollars, mais vous voyez qu'il était sur à peu près 8,8 millions de dollars, ce qui donne 11 % d'augmentation. Et du côté de la paroisse, on a également environ 1 million de dollars d'augmentation des revenus de taxes, mais sur 3,5. Donc, l'augmentation a été beaucoup plus importante. Donc, le 6 % donne à peu près 42 % sur la période d'analyse. Bien, ceci s'explique comment? Bien, principalement par mes dépenses qui ont augmenté plus rapidement. Donc, on pourrait dire, si on le regarde, là, donc la ville est passée de 10,4 millions à peu près 11,3 millions, donc une augmentation de 0,9 900 000 $, ce qui donne 8,5 % sur la période ou 1,4 % par année. Du côté de la paroisse, bien, le même million de dollars, bien entendu que parce que la taille de la paroisse est moins grande, bien, quand j'ajoute des ressources, l'effet se fait sentir. Donc, l'effet de se regrouper va donner encore plus de marge de manœuvre, je dirais, aux 2 organisations. Donc, ici, on est à 1,1 million pour 37,5 %, donc ce qui nous amène une augmentation moyenne des dépenses de 5,4 % sur la période d'analyse. Donc, retenez un peu ces chiffres-là parce que
Quand on va arriver dans les hypothèses un petit peu plus loin, bien entendu, quand j'ai travaillé avec Jean et Joanne, on a regardé, OK, en fonction de ce qui s'en vient, des différentes dépenses, si on demeure dans le statu quo, comment on va évoluer? Mais on a regardé l'historique, on s'est dit, OK, il y avait des dépenses qu'on a faites peut-être dans le passé qu'on n'aura pas à refaire ou on va avoir des nouvelles dépenses. Donc, on a refait l'analyse pour ces deux éléments-là. Si on regarde au niveau de la maison moyenne, donc la maison dans la catégorie résidentielle desservie, donc une maison moyenne avec les services, qu'est-ce que ça a donné comme évolution durant la période? Donc, si on regarde du côté, là, ça va dépendre, là, du côté droit ou du côté gauche. Ça dépend de quel côté vous regardez. Mais donc, au niveau de la ville, on voit que le compte de taxes en 2016 était la maison moyenne, bien entendu, là, de 1 994 $ et en 2022, celui-ci était de 2 103 $, ce qui nous donne une augmentation de 110 $ ou 5,5 % sur la période. Du côté de la paroisse, donc pour la même période, de 2016 à 2022, l'augmentation a été de 587 $ ou 33 %, donc on est passé de 1 741 à 2 329. Vous comprendrez qu'au niveau de la taxation dans les deux entités, au niveau de la ville, elle est à taux varié, au niveau de la paroisse, c'est un taux unique, et bien entendu que la tarification n'est pas la même. Les gens du ministère le présentaient, donc un des éléments qu'on va regarder tout à l'heure, c'est justement l'harmonisation de cette taxation-là et de tarification-là. Donc, quand on le regarde pour les différentes catégories d'immeubles sur le territoire de la ville et de la paroisse, donc au niveau de la ville, on l'a vu, donc dans le résidentiel, 110 $ d'augmentation, 5,5 %. Au niveau de la paroisse, 587 $, 33,7 %. Au niveau du commercial, on voit une légère baisse au niveau de la ville, ainsi que pour l'industriel, donc dans les deux catégories. Ceci s'explique principalement par, lors du dernier dépôt de rôle, la taxation ou le taux n'a pas été augmenté suffisamment en fonction de la baisse des valeurs ou de l'augmentation moins importante des valeurs. Donc, ça a amené une légère baisse de taxation au niveau du commercial et de l'industriel. Du côté de la paroisse, bien, on voit qu'au niveau du commercial, on parle de 875 $, donc environ 21 %. Industriel, 1700, presque 1800 $ pour 19,6 %. Et au niveau de l'agricole, 2221 $ pour presque 77 % d'augmentation. Ben, certains me diront, bien, Nicolas, pourquoi les pourcentages ne sont pas plutôt linéaires ou uniformes? Bien, principalement parce que en utilisant un taux unique, vous comprendrez que dans cet exemple-là, parce qu'on l'a analysé, là, on a regardé, l'augmentation de valeur, donc quand vous avez votre nouveau rôle de taxation, l'effet du marché qui dit votre propriété a gagné 20 000 $ ou 40 000 $, bien, n'est pas la même dans chacune des catégories. Donc, ce qu'on voit, puis ce qu'on a remarqué, nous, c'est que l'agricole a augmenté, mais vraiment de beaucoup plus rapidement que les autres catégories. Donc, en maintenant un taux unique, bien, ça a fait en sorte de transférer la charge vers cette catégorie-là. Je ne vous dirais pas que personne n'aurait augmenté en ayant des taux variés, mais on aurait pu se retrouver avec une variation probablement uniforme de tout le monde autour de 30 % et pas d'avoir un cas à 76 %. Nicolas, je m'excuse. Est-ce que tu peux expliquer aux gens les 6 catégories de taux variés? Parce que pour les jeunes à la salle, ce n'est pas évident de savoir la différence entre une municipalité qui utilise le taux unique et une municipalité qui utilise le taux varié. Oui. Dans les faits, le ministère, les taux variés, là, c'est faire un concept simple, c'est on a des taux différents de chacune des catégories. L'objectif principal, 2 éléments. Au niveau du commercial et de l'industriel, ça remonte à longtemps, c'était une surtaxe qu'on était capable d'aller chercher. Mais dans toutes les autres catégories, donc le résidentiel, le 6 logements et plus, donc le multilogement, on a le commercial, l'industriel, l'agricole et le forestier. Donc, chacune de ces catégories de taxation-là, au niveau de l'évaluateur, il va produire un sommaire de rôle qu'on appelle, mais on va retrouver la valeur foncière de chacune de ces catégories-là. Et lorsqu'il y a un dépôt de rôle, vous comprendrez que l'industriel évolue pas à la même vitesse que le résidentiel, le 6 logements ne va pas à la même vitesse que le résidentiel, l'agricole non plus, toujours selon
la demande, l'offre et la demande. Donc, ce qu'on a constaté dans les dernières années, beaucoup là, dans la région ici, puis je vais descendre jusqu'à Saint-Hyacinthe, c'est que les terres agricoles, souvent, augmentaient plus rapidement. Donc, la taxation à taux varié me permet, règle générale, d'aller chercher plus de revenus dans une catégorie, mais pour l'agricole et le forestier, ça me permet de baisser le taux pour venir atténuer l'effet d'une augmentation de valeur plus rapide que le résidentiel, par exemple. Donc, ici, c'est un peu les constats qu'on remarque au niveau de l'analyse historique. Donc, au niveau de l'analyse du statu quo, bien, là, on a regardé notre historique. Là, on a travaillé avec les deux équipes de finances là, de la paroisse et de la municipalité, de la ville, pour définir les différentes hypothèses. Donc, on est parti vraiment du budget détaillé avec les sommaires de rôle pour chacune des catégories d'immeubles, tous les investissements qui étaient à faire, la dette, comment que cette dette-là va se rembourser dans les prochaines années pour chacune des entités. Donc, on est venu à poser des hypothèses au niveau de l'augmentation des revenus, excluant la taxation, parce qu'on recalculait tous les taux, mais au niveau de la tarification, par exemple, au niveau du service des loisirs, les transferts, s'ils se maintiennent ou pas, etc. Au niveau des dépenses, on a regardé chacun des postes de dépenses, on a regardé l'évolution. Donc, vous vous souviendrez qu'au niveau historique, on parlait d'1,4 % pour la ville, environ 5,4 % pour la paroisse. Donc, en regardant les éléments, bien entendu, que dans le 5,4, il y avait de l'ajout de personnel, donc qui ne revenait pas nécessairement dans un futur proche. Donc, avec Joanne, on a vraiment ajusté les taux. La même chose du côté de la ville pour voir, en fonction des différents postes de dépenses, comment celles-ci vont évoluer. Au niveau des investissements, on a pris les plans d'investissement, donc au niveau des rues, au niveau des infrastructures, les infrastructures d'eau potable pour la ville, les équipements. Donc, on est venu intégrer tous ces éléments-là pour chacune des années. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle rue qu'on va faire? Comment on va la financer? Est-ce que c'est des programmes de subvention? Est-ce que ça va être de l'endettement au niveau de la ville? On est venu figurer des taux d'intérêt, là, donc là, on a augmenté beaucoup, mais on anticipe des baisses. Puis actuellement, les villes se financent en bas de 5 %, le programme autour de 4,5, 4,6, 4,7, 4,8. Donc, en horizon de 2024, on s'est dit qu'il y aurait probablement une baisse de 0,25. Puis par la suite, on a stabilisé le taux de financement à 3,75 %. Donc, au niveau de la richesse foncière, la même chose. On a regardé tous les projets de développement ou les terrains qui restaient un potentiel de développement, autant du côté de la ville que du côté de la paroisse. Donc, on est venu estimer, ici, c'est la somme des montants de développement de richesse foncière là, sur les 5 prochaines années. Donc, 19 millions dans le résidentiel pour la ville, 10 millions pour la paroisse, 10 millions dans le 6 logements, il n'y en a pas au niveau de la paroisse, 1,2 million dans le commercial pour la ville, 1,5 million pour la paroisse, 24 millions au niveau industriel pour la ville, 600 000 pour la paroisse, rien dans l'agricole au niveau de la ville, puis environ 4,3 millions de nouvelles constructions, des agrandissements, des rénovations, etc., au niveau de la paroisse. Donc, ces valeurs-là ont été consultées, mais un des constats en faisant cette analyse-là auquel on est arrivé, c'est que s'il n'y a pas de regroupement, une fois qu'on va avoir fait ces éléments-là, on va être pas mal limité dans le développement donc futur parce que, il y a des limites au niveau des ententes, au niveau de l'eau potable, des eaux usées, etc. Puis, ça va bloquer le développement sur l'ensemble du territoire. Donc, quand messieurs les maires mentionnaient de regarder l'ensemble des bénéfices sur le développement du territoire optimal, je pense que ça y fait référence. Donc, quand on regarde les impacts financiers. Donc, ici, on vous présente la moyenne annuelle sur 5 ans. Donc, à chaque année, là, c'est sûr que ce n'est pas linéaire, là, mais si on fait une moyenne annuelle, ça vous donne à peu près la moyenne annuelle de l'augmentation des taxes dans le statu quo. Si, à chaque année, donc, par exemple, pour la ville, ça serait 71 $ ou à peu près 3,5 % du compte de taxes pour la maison moyenne, 103 $ pour la paroisse, autour de 4,6 %. Et ensuite, vous voyez pour chacune des catégories, donc, le résidentiel non desservi, donc ceux qui sont dans la catégorie résidentielle, mais qui n'ont pas tous les services, donc qui n'ont pas l'eau potable, l'eau usée, mais qui vont avoir les ordures. Le 6 logements, le commercial, ensuite de ça, l'industriel et l'agricole.
Dans le scénario qui est ici au niveau du statu quo, peut-être certains se diront « Ah, mais on pourrait, ou la paroisse a mentionné d'utiliser les taux variés. » Ça aurait pu être un scénario qu'on utilise. On a maintenu le taux, je dirais, unique de la paroisse pour, un, simplifier les calculs, mais deux, là, si j'augmente ma taxation à taux varié ou j'ajuste ma taxation à taux varié, exemple sur un modèle comme celui de la ville, bien, je fais quoi avec les revenus? Là? Est-ce que je vais chercher ces revenus-là pour venir faire des travaux additionnels? Je m'en sers-tu pour baisser les taxes d'une catégorie en particulier? Donc, on a utilisé un modèle de prévision en fonction du taux unique pour s'assurer qu'on était capable aussi d'expliquer et de comprendre les écarts. Donc, au niveau du regroupement, bien entendu que le statu quo va nous servir à comparer le scénario de regroupement versus le statu quo. Donc, tout à l'heure, les gens du ministère vous ont présenté donc 281 000 d'économies. Donc, nous, on n'est pas parti de 2021, mais on est parti du budget 2023. Donc, on est vraiment parti du budget en cours cette année. On a figuré les dépenses pour 24, 25, 26. On est venu faire les ajustements qui étaient proposés au niveau des économies. Donc, on est venu faire les écritures aussi, les intercompagnies, là, donc, qui est une dépense pour une ville, mais qui est un revenu pour l'autre. Également, au niveau des investissements, donc, il y a des investissements, une économie d'investissement ou des investissements évités dans le cadre du regroupement qu'on a mis de 500 000 $. C'est un chiffre de 2019. Je vous dirais, on ne voulait pas s'aventurer nécessairement à le mettre à jour, mais vous comprendrez que depuis 2019, les travaux de construction ont quand même augmenté énormément. Donc, c'était pour la mise aux normes des chambres de compteurs. Donc, c'est des travaux que la paroisse devait faire là, en 2021, si je me trompe. Là, il y avait jusqu'en 2021 pour le faire. Donc, bien entendu que dans le cadre d'un regroupement, ces travaux-là ne seraient pas à être réalisés. Ensuite de ça, au niveau de l'ajout de richesse foncière, bien entendu qu'au niveau, le fait de se regrouper, donc, va nécessiter certains investissements, mais vont permettre des développements principalement sur le territoire de la paroisse. Donc, là, vous voyez les descriptions des secteurs, là, vous les connaissez probablement mieux que moi, là, comme je dirais que je suis comment on a dit, un intrus. Donc, secteur André-la-Jeunesse, secteur JAM, donc André-la-Jeunesse, parc industriel. Donc, tout ça ici, donc, on a passé encore là toutes les... C'est le mieux? Bon, vous voyez. Mais le pire, c'est que je m'étais trompé. Puis là, j'avais pris une note dans le bas de la page. Puis tantôt, j'ai regardé la page. J'ai dit, j'avais bien écrit la jeunesse, mais là... Fait que probablement qu'ils m'ont dit, c'est le mieux. Puis j'ai dit, ils ont dit, j'ai la jeunesse, je suis correct. C'est un jeune. Donc, secteur André-Lemieux. Donc, je voulais juste tester si vous connaissiez votre ville. Alors... Donc, on a regardé les rues, donc chacune des rues qui pourraient être développées, donc lesquelles pourraient être faites en quelle année, etc. Donc, on est venu figurer, en fonction de chacun de ces développements-là, combien d'unités d'habitation il y aurait, si c'est au niveau industriel, donc comment ça se développerait le terrain. Donc, vous voyez, au niveau résidentiel, on parle d'à peu près 2,7 millions de dollars. Là, donc, il y a plusieurs projets avec un nombre d'unités. Au niveau commercial, au niveau industriel, donc il y a vraiment une possibilité d'agrandir là, au niveau du parc industriel. Donc, on pourrait aller chercher, je pense que c'est un scénario qui était pas agressif, là, je dois dire réaliste, 47 millions de dollars de richesse foncière supplémentaire sur la période. Bien entendu que le fait de développer ces secteurs-là va entraîner également des dépenses. Donc ici, je vous présente la portion à la ville parce qu'il y a une portion qui est assumée par les promoteurs. Donc, les travaux sur la rue Jam, donc on parle d'à peu près de 200 000 $. L'achat du terrain pour le parc industriel, l'agrandissement du parc industriel, donc il y a une entente qui représente environ 1,3 million de dollars. La construction des rues, donc André... Le mieux, merci. Hein? La rue Saint-Calix puis la rue Saint-Jean, donc on parle d'1,1 million. Puis la construction d'un bassin de rétention d'environ 500 000 $, donc qui ont été ajoutés au niveau de la prévision financière. Donc, au niveau des stratégies financières, les gens du ministère l'ont dit, donc il y a une stratégie d'harmonisation de la taxation, principalement parce que les gens de la paroisse n'ont pas la même structure. Donc,
il n'y a pas une structure à taux varié, ce n'est pas les mêmes taux qui sont appliqués, ce n'est pas les mêmes tarifs pour les égouts, pour l'eau et pour les ordures. Donc, on s'est assuré de faire une stratégie d'harmonisation sur 5 ans. Donc, comme les gens du ministère le mentionnaient, les gens de la paroisse qui ont des compteurs aujourd'hui, dans 5 ans, il n'y en aura plus de compteurs, il n'y aura plus de frais de compteurs. Donc, on l'a fait arrimer vraiment pour s'assurer que le plus de citoyens étaient gagnants au niveau de l'approche d'harmonisation des taux. On a également mis en place un taux spécifique pour l'agricole. Donc, on a débuté à partir de 2024, on commence à réduire un petit peu le taux agricole pour faire un détachement. On n'y va pas trop rapidement, mais on veut quand même faire une démarcation. Pourquoi on ne veut pas aller trop rapidement? Parce qu'au prochain dépôt de rôle, ce qu'on anticipe, c'est que l'agricole augmente encore toujours plus rapidement que les autres catégories. Donc, ça va permettre de venir ajuster ce taux-là pour faire en sorte que l'agricole ne subisse pas une augmentation plus importante que les autres catégories de taxation. Vous avez entendu la première partie de la séance d'information et de consultation pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville du 29 mars 2023. La deuxième séance aura lieu le 29 avril 2023 à 10h dans le motel La Phare du 745 de l'avenue Saint-Louis à Plessisville. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de la ville et de la paroisse de Plessisville ou contacter les deux municipalités. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission érable approfondie. Nous vous invitons à regarder aussi la deuxième partie du sujet d'aujourd'hui, samedi prochain par la TVC. Pour l'instant, passez une excellente journée.